Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous branchez Radio Télé Pacifique. Nous comptons rentrer là aujourd'hui dans le cadre d'émission Point par Point. Une émission qu'on connaît déjà qui concevoir une façon pour nous être capable de comprendre une thématique, essayer de dépouiller tout ça capable de gagner avec la société à travers différents invités que nous gagnons chaque semaine ici dans l'émission Point par Point. Aujourd'hui, nous allons parler économie, nous allons parler investissement, nous allons parler développement. Le pays d'Haïti trouve dans une situation qui est vraiment difficile. La rentrée des classes, c'est d'environ une semaine. Et jeudi à là, il y a un paquet de parents qui ne pas connaître qui ça pour faire. Et parler d'éducation, c'est parler de développement. Nous ne sommes pas capables de développer une société sans que le système éducatif nous soit pas fort. En République dominicaine, on a parlé là. Si nous avons déjà franchi l'école, bien que dans le pays d'Haïti, il y a des écoles, par exemple Union School, qui déjà ouvrent porte pour recevoir des petits qui eux-mêmes a venu l'école ça une façon pour qu'ils soient capables de former. La société a besoin de bon gens à l'école, problème l'y poser. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de regarder ici Chita, soit qui peut avec question investissement. Investissement direct étranger, investissement du haïtien dans le pays. Comment ça va être fait par rapport avec question insécurité? Comment ça va être fait par rapport avec dollar qui participe à nous valer good là sous marché. Aujourd'hui, nous avons besoin d'environ 100 gouttes pour nous acheter un dollar américain avec un taux d'inflation qui a plus de 19%. Pays a trouvé dans une situation qui est vraiment difficile. C'est pour raison ça, aujourd'hui, nous gagnons sous plateau, point par point, l'expert en économie de développement. Je vais parler du professeur Daniel Jean-Louis. Avec lui, nous parlons d'une émission assez intéressante, côté que nous parlons pour nous parler économie, nous parlé développement et nous parlé investissement. Restez branchés sur Radio Télé Pacifique, nous avons une émission. Merci parce que vous avez toujours été branché sous chaîne dans 54 là. J'en ai annoncé déjà. Aujourd'hui, nous avons un privilège et un plaisir pour que nous portions une émission tout à fait spéciale pour nous dans l'espace ça. Et invitez-nous déjà, c'est le professeur Daniel Jean-Louis, qui lui-même est spécialiste en développement économique. Il gagne en pile bagaille dans le bagage. Et aujourd'hui, nous prenons un privilège avec lui pour que soit capable de partager avec nous et différents éléments. Sans ne pas oublier que le professeur Jean-Louis a reçu en mai 2017 le titre honorifique Dr honoris causa par la Liberty University aux États-Unis et d'Amérique par rapport avec le livre nous connaissons, qui est publié, qui c'est From Aid to Trade, sorti dans sa créée assistance pour nous passer dans sa qui pour avec commerce. Professeur Jean-Louis, merci parce que vous décidez aujourd'hui à répondre à une question point par point. C'est un plaisir et merci pour l'invitation à l'émission. Et je pense que nous allons faire une très bonne émission ensemble qui a satisfait les téléspectateurs. Une émission spéciale, côté que j'aime déjà dit, professeur, nous allons parler sur ça avec question développement, nous allons parler sur ça avec question investissement, parler investissement dans une situation difficile en pays, tant qu'au pays d'Haïti. Ouais. Et son bagage qui m'a dit en pile. Ouais. En pile, mais bien avant nous rentrer dans le fond de l'émission, il y a des gens qui sont aujourd'hui là qui t'a connaît qui est Daniel Jean-Louis. Bon, moi, je suis haïtien, natif natal. Je fais toutes les études aux États-Unis. Et je fais des études dans l'entrepreneuriat et gestion. Et je suis tourné dans le pays. J'ai commencé à travailler dans le secteur NGA. Je suis ça que tu as fait, je suis mes résultats, je suis mes côtés investissement que tu as fait là. Et puis, de préférence, je suis en support avec l'économie des entreprises privées. Donc, nous avons un paquet de temps pour travailler avec Partners Worldwide. Nous avons monté une coalition 100 000 emplois. Dans le pays, nous avons une association de petites et moyennes entreprises qui existe à travers toutes les villes principales d'Haïti. Comment ça s'appelle? Et coalition 100 000 emplois. C'est une coalition, une plateforme qui réunit les entreprises. Et dans chaque ville, il y a une association de petites et moyennes entreprises. Que à travers l'association, il y a des formations qui font. Et il y a accès à capital, il y a un coaching. Et il y a accès aussi au réseautage qui fait. Et donc, l'association ça a assez grandi. Mais en parallèle, moi, en 2013, j'ai formé une firme d'investissement parce que je pensais que Haïti manquait d'investissement étranger là-dedans. Et parce que pour le moment là, nous-mêmes, nous avons centaines de millions de dollars, alors que la République dominicaine, dans les 5 milliards. Et on regarde pour ça, investissement direct étranger représenté comme un catalyseur et un accélérateur de développement à travers le monde aujourd'hui. Et ça n'a pas étonné nous que
économie nous tellement faible par rapport avec qui quantité d'investissement que nous recevons là-dedans. Donc, démonter film ça en façon pour te booster la quantité d'investissement étranger direct qui entre dans l'économie. Hein. Et aussi monter un portfolio d'entreprises qui est de bonne santé, qui est capable de représenter un véhicule d'investissement et de création d'emplois à travers l'économie. Donc, ça, c'est un deuxième bagage que je fais. En plus, moi, écrit des livres, je fais des recherches. Le premier livre, là, c'est From A to Trade, où tu parlé de lui, qui a une renommée mondiale, et m'écrit en anglais pour exporter du savoir d'Haïti vers le monde extérieur, vers l'économie globale, qui est très consommé d'ailleurs. Mon premier livre est très consommé et qui est très lu. Et me fait un pile conférence partout, de Hong Kong à l'Afrique, à l'Amérique du Sud, aux États-Unis. Donc, je suis un conférencier dans le marché mondial. Et me fait publier un deuxième livre qui c'est From Trade to Self-Sustainability. Et le livre, ça, c'était une étude de 38 pays que nous étudions et là-dedans, nous extrait et l'essence même qui propulsait l'économie vers le développement et nous prescrit des données à pays en développement qui sont capables de faire eux-mêmes pour emboîter le pas vers le développement. Ok, nous allons laisser regarder pour nous et tout coûte, sans que nous ne pas oublier que nous allons mettre un peu l'accent sur le deuxième livre, là, notre deuxième partie émission, pour nous sortir dans le commerce à l'économie durable. Ouais. Maintenant, From A to Trade, sortir dans aide pour nous passer dans le commerce, qui ça fait pour ça et écrire un tel livre? Bon, ça que pousse m'écrire livre là, c'est parce que moi, l'inefficacité de l'aide. C'est-à-dire que c'est par rapport avec l'expérience que tu as fait dans ONG? C'est ça, c'est un peu ça. L'expérience que je fais à travers ONG et voyage moi et études que je fais. Parce que, pas oublier, il y a différents types d'aide. Pas oublier, l'aide étrangère a relevé l'Europe. Elle a relevé l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale et tu as gagné des pays à travers la Banque mondiale, etc., qui fait des prêts de construction d'infrastructures dans les pays ruinés par la guerre. Et c'est ça, en fait, qui reconstruit l'Europe. Mais à l'opposé de l'Europe, il y a des pays comme l'Afrique, des pays comme Haïti, par exemple, qui reçoivent aide qui gagnent l'effet inverse. Au lieu d'aider des pays à reconstruire, mais ils contribuent à démolir, en fait. Est-ce que c'est questionner, raison ça? Parce que si l'aide peut aider l'Europe à se reconstruire, est-ce que l'aide panoua, les contribue à la destruction de la société panoua? Est-ce que là, on n'a pas des questions pour nous poser, pour nous garder pour nous, quel type d'aide que je dis là, nous avons besoin d'un pays et par rapport avec ça qu'il y a pour offrir nous à travers les ONG? C'est ça, c'est justement ça. Et c'est ça que fait m'écrire le livre là même, parce que le livre là, il présentait des faits, son études liées. Nous interviewé près de 1200 personnes, nous étudié, nous faisons une revue littéraire de toute aide, nous fait garder des données. Et à travers ça, en fait, nous poser des questions et nous joindre des réponses aussi. Parce que normalement, non seulement type d'aide là, parce que même forme d'aide qui existait dans le pays de l'Europe, il y a aussi existé dans les aides bilatérales en termes de prêts à taux d'intérêt réduit, etc., etc. Mais même type de prêt, ça existait ici aussi. Et malgré ça, aide ça vient des résultats complètement différents. Et il y a des corollaires, il y a des variables, par exemple, pour là-dedans, pour qui ça fait aide ça vient représenter un outil de développement pour le pays, alors que ici, ou bien dans les pays de l'Afrique, ou bien des pays comme le Guatemala, aide ça vient représenter un paramètre toxique, toxique, même nocif pour la société. Et paramètre ça, il y a un pile avec le système de gouvernance, là, niveau d'éducation, niveau de planification du développement, que par exemple, qui est présent dans le pays, qui n'est pas présent là, vous voyez? Maintenant, je dis là, là que nous regardons des situations difficiles au pays d'Haïti, il y a des gens qui disent que pendant que nous parlons de développement, nous parlons d'investissement, je dis là, qui côté nous avons supposé démarrer, c'est que nous avons vraiment, docteur Jean-Louis, arriver dans le développement pays. Bon, d'abord, il faut commencer par l'économie. Tout commence par l'économie. L'économie, c'est le développement se planifie, s'organise. Et comment le développement planifié? C'est d'abord par la restructuration des programmes économiques. Mais avant de nous arriver dans le programme économique, on allait pour nous qui fondation, qui outils qui doivent mettre sur place avant même de parler de l'économie. Parce que l'économie peut grandir dans une bonne gouvernance. L'économie peut grandir dans nos terrains fertiles. On toujours compare l'économie comme un pied-bois.
Pied-Bois a grandi, là, par exemple, il a un terrain fertile, et il a toutes les conditions réunies pour le grandir. Et conditions, ça, on a parlé avec eux, ce n'est pas des conditions floues ou bien de bagages subjectifs. On a parlé que, par exemple, planifier l'économie, c'est prévoir quels sont les outils de support. Et outils de support, ça, par exemple, il y a un rapport avec l'ensemble de la politique monétaire, politique fiscale. Il y a un rapport avec les systèmes de régulation légale que le Parlement, même les lois qui mettaient en place pour prévoir, pour régulation, fonctionnement le commerce, comment l'économie va fonctionner, comment l'investisseur va venir. C'est étape ça nous aller à l'envers pour nous prenons construire une économie par exemple de 20 milliards de dollars ou bien de 30 milliards de dollars dans les 5 prochaines années. Mais maintenant, quels sont les pions que nous allons mettre aujourd'hui là? C'est comme moi construire un building. On construit un building de 30 étages. Donc, ces objectifs-là, ou aller à l'envers, ou aller ou faire des pas au retour pour analyser qui fondation tu dois mettre sous place, qui grosseur poteau, qui grosseur poutre, qui type de matériaux pour l'entrer là-dedans, qui peut le permettre au fond un building de 30 étages. C'est la même chose pour l'économie. L'économie, c'est cette planification par rapport aux objectifs même. Et élément de bonne gouvernance, c'est un facteur que dans tout pays développé, tous 38 pays que nous développons, qui font un pas vers le progrès et vers un pas vers le développement, il y a un élément en commun qui c'est la bonne gouvernance. Dans la bonne gouvernance, il y a un rapport avec les politiques fiscales qui forment de mesures de politique fiscale que le gouvernement mettait sur place pour incentiver l'économie et attirer l'investissement. Parce qu'à travers la politique fiscale, on est capable, par exemple, attirer plus d'investissement dans l'économie, ou moins d'investissement. Par exemple, aux États-Unis, ils ont réduit, par exemple, les taxes sur le profit de 39% à 21%. Et même moment, Apple délocalise une grande partie de l'investissement qui était à l'étranger vers les États-Unis. Ça veut dire que l'économie, les politiques fiscales, les mesures fiscales, ils ont une capacité pour incentiver, pour accélérer ou décélérer l'investissement privé dans l'économie. Ce n'est pas la politique fiscale seulement, il y a la politique monétaire. Et politique monétaire là, qui est très en vue ces jours-ci par rapport avec ce que contrôle la Banque centrale en termes de quantité d'instruments monétaires, liquidité qui existe sur le marché, qui est capable de ralentir ou croître l'économie. Politique, ça, il doit prévoir, il doit planifier, il doit exécuter de bonne manière. Et aussi la politique légale. Et aussi la politique légale, il n'a pas encore de fondation. Quelle loi le Parlement va voter? Quelles sont les prévisions en termes des objectifs de développement qui sont mis et quelles sont les lois qui vont favoriser cette politique de développement ou pas. Et ça a un rapport avec le commerce électronique, le commerce, je dis à la ou par exemple, nous-mêmes qui avons des lois qui datent de 2 siècles. Ok? Loi ça, ils doivent renouveler, ils doivent adapter, ils doivent update en façon pour adapter au commerce de l'économie mondiale, en façon pour attirer croissance dans l'économie. Mais maintenant, avant de arriver là, docteur Jean-Louis, il y a des gens qui ont dit, est-ce que je dis là, avant même que nous parlions d'investissement direct étranger, autorité, l'État, société civile là, même Jean-Claude parlait d'associations de petits et moyennes entreprises qui c'est 100 000 emplois, coalition 100 000 emplois, qui gagnent. Est-ce que nous ne pas supposer ils vont côté pour que nous avons dit tête nous, eh bien, on regarde pour nous comment nous sommes capables de structurer, nous capables d'encadrer ce secteur dit informel, parce que après le secteur informel, c'est les PME qui tiennent l'économie nationale. Comment est-ce que nous sommes capables de structurer ces entreprises qui ont même dans le secteur informel là? Parce que on parle de fiscalité, je dis à la, il y a des gens qui a fait des centaines de milliers de dollars et chaque année dans le pays, mais qui n'a jamais aucun rapport avec la fiscalité. Bon, c'est dommage parce que normalement, ils rentrent dans l'économie, on ne peut pas ignorer. C'est clair. Ils représentent une grande partie du produit intérieur brut. Ils favorisent pile de transactions dans l'économie, on ne peut pas ignorer. Et de ce fait, comment l'État est capable d'embrasser ce secteur ça? Et lorsqu'on parle de l'État embrasser ce secteur, il y a plusieurs parties là-dedans. Est-ce que l'État va l'embrasser pour le taxer? Est-ce que l'État va l'embrasser pour le réguler? Par exemple, entreprise, ça va parler là, c'est des entreprises qui ont des chiffres d'affaires considérables. À quel moment, par exemple, nous considérons une entreprise dans le secteur informel ou dans le secteur formel? Ça n'est pas clair.
Et deuxièmement encore, tout secteur à eux-mêmes, qui type de monde qui est là-dedans? Est-ce que c'est des gens qui sont capables de comprendre la fiscalité? Parce que nous avons un taux d'analphabétisme qui est élevé dans la région. On ne parle pas de fiscalité avec des gens qui fait qui pas arrivé dans la 6e année fondamentale, ou bien des fiscalités compliquées de plusieurs livres. C'est ça, on a parlé de régulation. Quelle forme de régulation l'État est capable de mettre, par exemple, pour des mondes, pour des catégories démographiques dans la société qui représentent un poids économique, pour leur faire, l'État capable d'amorcer un développement au lieu de désamorcer le développement. Parce que secteur, nous parlons de secteur informel, pour qui ça par rapport avec taille de transactions fait par jour, parce qu'il n'y aura pas assez bon marché, par exemple. Moi, je prends le plaisir, l'homme non blocus, pour me garder et quantité de produits qui devant mon yo, qui chita route yo. La plupart là-dedans, pas $20 de produits dans la haie qui devant yo. La plupart là-dedans. C'est rare mon qui gagne $100 de produits devant yo. Okay, ou se parle là d'un monde par exemple dans le secteur informel là qui a une boutique ou bien qui pas une patente mais qui a une taille d'entreprise qui est considérable dans même. Mais la plupart de monde qui est dans le secteur informel, c'est Madame Sarayo, c'est monde qui a fait les reventes, qui a revend aran, qui a revend nœuds barrettes, qui a revend toute forme de bagarre qu'on connaît. Ça qui a un poids dans l'économie. Non, il représente une grande partie dans l'économie, mais pas oublier, c'est l'économie de détail. Hein. Le secteur informel est associé à l'économie de détail. Les détaillants vendent directement aux consommateurs. Et ce qui caractérise aussi les économies de détail, retour sur investissement et marge de profit offert sur chaque transaction est très faible. Parce que leur économie qui gagne quantité de transactions faites là-dedans avec des marges de profit faibles, l'économie ne grandit pas vite. La richesse ne croît pas vite. OK? Parce que les formes de régulation qu'on parle ici, OK, sont régulations qui adaptées à la croissance du secteur informel et non réduire la croissance du secteur informel. Sont régulations qui gagnent un contenu intellectuel qui n'est pas compliqué. Ça veut dire que dans quelques lignes, il faut que nous comprenions exactement ça pour le faire, qui j'en pour le faire, et force à tout prévoir les incentives. OK? Pour aider mon grande entreprise là pour c'est pas seulement un encadrement qui peut faire l'État collecter taxes et non investir aussi dans ce secteur. Vous comprenez? Mais maintenant, tout de peut se demander, est-ce que l'État, raccord par la docteur Jean-Louis, il vraiment une politique de développement économique? Non, c'est clair, l'État n'a pas une politique de développement économique. Tu as gagné des tentatives, vous connaissez, dans le gouvernement passé, tu as un livre blanc, tu as une étude qui est faite sur la compétitivité. Ça, ce sont des plans politiques. Ce sont des plans politiques. Le plan de compétitivité, je crois qu'il y a une étude sur compétitivité qui était réalisée sous le président Préval, malheureusement, qui était mal faite. Hein? Par contre, qui est expert, qui est BDO, qui était très mal faite. Et planification développement, il passait par quelle industrie qui peuvent attirer, créer et exécuter le plus de développement en créant plus d'emplois et créer plus de valeur ajoutée dans l'économie. Et l'étude de compétitivité, ça n'a pas passé par qui ça Haïti a offert. L'économie globale ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui. L'entrepreneuriat ne fonctionne pas aujourd'hui. Ce n'est pas ce que vous pouvez offrir. Okay? Les consommateurs n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez offrir. Ce que vous pouvez offrir, c'est entre vous et vous. Mais maintenant, l'économie mondiale est basée sur la demande, ce qui est demandé. L'étude compétitive, au lieu que le chercher qu'on est ça Haïti a offert, il doit chercher qu'on est qui ça qui plus demandé au niveau de l'économie mondiale et regarder nous-mêmes qui ça nous doit faire pour nous satisfaire de demande. Est-ce que vous comprenez? C'est deux démarches différentes. Vous êtes capable de faire une étude que vous avez fait à plus de rapport avec étude comparative. Ça doit faire son étude compétitive. Regardez par rapport avec ça qui est demandé. Et ça qui est demandé aujourd'hui dans l'économie mondiale, c'est la technologie et l'électronique. Et on regarde tous les pays qui font croissance raisonnable, soutenable, qui arrivent à créer des millions d'emplois pour pays, c'est des pays qui focalisés, qui sont spécialisés dans l'électronique.
Il y a des gens qui disent, mais écoute, le docteur a parlé tant qu'investisseur. Mais l'État lui-même, le là en tant que politique. On a parlé d'autorité, malheureusement. Bon, l'État doit adapter les politiques en rapport à la croissance économique. Et c'est dépareillement ça qui produit crasse et sous-développement que nous avons là. C'est l'État qui poucole, qui fait politique. Mais la politique, pour la politique, n'existe pas. La politique doit exister pour supporter le développement économique et la croissance pour les citoyens capables d'améliorer les conditions de vie. Il faut arriver dans un niveau pour qu'ils soient capables de faire mariage là. C'est clair. Doit avoir une connexion, doit avoir un mariage. Et de ce fait, tout pas que l'État doit faire, il doit intentionnellement faire en façon pour supporter les programmes, les industries, les investissements qui peuvent créer emploi. Et c'est à travers l'emploi ça que conditions de vie mounio peuvent améliorer. Évidemment, il y a plein de monde capitaine de nous là qui dit que bon, eh ben, monsieur ça lui-même c'est dans le rêve lié, ça va jamais fait. Tout le temps ça va fait, tout le temps abrité dans la pauvreté. Plus nous prenons temps pour nous faire, c'est plus temps pays prend pour développer. Nous avons un choix pour nous faire. Nous obliger à faire un choix. Plus nous pas faire choix ça, c'est plus nous abriter dans la pauvreté. Et tout le monde qui servait avec conditions pays pour propager un dialogue, une communication de misère, de nous l'aide nous là, nous pas bien développer. C'est tout le monde tout qui profitait de discours ça pour faire comme bio de manière illicite. Parce que faut jeunes comprendre je dis. Faut nous travailler très dur pour nous rester pauvres en fonction des opportunités de l'économie mondiale. Le taux de l'extrême pauvreté est réduit aujourd'hui de 36% à 6%. Il y a plus de 1 milliard de personnes qui sont sorties de la pauvreté depuis 1990. À travers le monde. À travers le monde. Et pendant que nous-mêmes dans le pays d'Haïti, et tout par nous, on l'a augmenté. Non, mais nous sommes. Attendez bien. En 1960, par exemple, le taux d'intérieur brut par personne, là, il était environ $700. Je dis à lui $730. Okay. C'est-à-dire, nous prenons autant d'années pour nous ajouter seulement $30 à travers le produit intérieur brut que nous gagnons par tête d'habitant. Comparativement avec l'autre côté, c'est le jour et la nuit. Oui, nous sommes sous le même niveau, par exemple, avec des pays comme la Corée du Sud ou bien des pays comme la République dominicaine. Et la Chine était plus pauvre que Haïti. La Chine, je dis, cap challenge les États-Unis était plus pauvre que Haïti. La Chine représente une économie de 16 000 milliards de dollars. Et les États-Unis représentent une économie de 20 000 milliards de dollars. Ils ne sont pas loin. Mais par rapport en tête de personnes, les États-Unis viennent très 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 loin par rapport avec la Chine. Mais cependant, ce sont les procédés de développement, les supports. Et de ce fait, la Chine, son pays, a politique communiste. Malgré ça, ils ont arrivé à comprendre qu'ils ont pu formater les programmes de développement politique qui pourraient supporter un développement économique pour attirer un mieux-être pour les citoyens. Docteur Jean-Louis, on va observer la deuxième pause à l'émission d'aujourd'hui. Nous rappelons que nous recevons aujourd'hui docteur Daniel Jean-Louis, il est spécialiste en développement économique. On prend la pause et on revient tout de suite. Merci parce que vous avez toujours été branché sur Télévision Pacifique. Nous avons rappelé, jeudi, nous avons un plaisir et un privilège pour nous recevoir docteur Daniel Jean-Louis, qui est spécialiste en économie du développement. Avec lui, jeudi, on a essayé de poser quelques problèmes pour essayer de garder pour nous et qui s'accuse grave une solution. Nous ne pas la prendre comme ça, docteur Jean-Louis, mais par rapport avec fin deuxième partie, il demandait à ce que nous rentrer là. Ou par exemple la Chine, ou par exemple la République dominicaine, ou par exemple la Corée du Sud, qui était plus pauvre parce que Haïti, mais je dis, c'est nettement différent. Mais que faire? Que faire? C'est l'ensemble des pays de l'Asie du Sud, et des pays de l'Afrique aussi, comme le Kenya, le Rwanda. Bon, Rwanda toujours non problème là là-dedans, mais c'est le taux de croissance qu'il faut regarder par rapport avec Rwanda. L'Éthiopie, que faire? Il faut d'abord étudier quelles sont les demandes au niveau de l'économie globale. Et demande ça aujourd'hui c'est l'électronique et la technologie. Il faut adapter l'économie haïtienne avec l'économie mondiale. C'est la première chose qu'il faut faire. La quantité de richesse qui existe dans l'économie mondiale, il faut que nous-mêmes nous formater l'économie noire en façon pour nous capables et produire plus pour l'économie mondiale. On parle de l'exportation ici.
Je dis à la salle exporté 80 à 90% d'exportation, nous, c'est t-shirt, c'est maillot. Yeah. Et c'est des bagages qui fait à taux de rentabilité faible. Très faible. Très faible. Nous devons passer, je dis, avec des productions de rentabilité faible à des productions de rentabilité forte. Ça veut dire qu'il faut transiter vers les produits de consommation de B2C à des produits de B2B. Ça veut dire que l'économie haïtienne doit se formater non seulement à faire l'électronique et la technologie, mais aussi à fabriquer les équipements qui font les produits. Par exemple, un pays comme la Corée du Sud, il y a un changement majeur que fait dans l'économie, c'est que l'y est arrivé, au lieu que tu as produit maillot et les pantalons aussi en Corée du Sud. Et ça arrive à faire qu'on y a là, ils viennent spécialiser dans la fabrication des machines à coudre. Mais aujourd'hui, est-ce que l'homme haïtien est-il prêt pour que l'y venir avec une politique de développement économique dans le niveau ça quoi parler là aujourd'hui? Pendant qu'il a ciblé l'électronique et dans le niveau ça. On n'a pas le choix. Et pendant qu'on a parlé de l'électronique, il y a le secteur du service aussi qui est le plus grand pourvoyeur d'emplois au monde. Ce n'est pas la manufacture aujourd'hui. On parle de manufacture là comme au niveau d'opportunités énormes de création d'emplois et de produits intérieurs bruts de valeur ajoutée pour l'économie. Mais vraiment, c'est dans le service que la quantité de richesse est créée. Dans les marchés financiers, les compagnies d'assurance et même aussi dans les marchés moyens comme la délocalisation, le outsourcing et aussi des choses comme ça. Mais la quantité de richesse est créée dans le secteur du service. Mais que l'on veuille ou non, tout le temps que nous ne comprenons que nous devons travailler vers notre préparation et de non servir de l'État nous comme excuse, nous devons travailler. On doit se préparer à notre compétitivité. Ça veut dire, en d'autres termes, il faut Haïti commencer. En termes clairs, mais ça m'a dit là. Il faut que nous commencions à formater l'économie pour nous produire téléphone portable. Pour nous produire. Il y a un produit qui peut vendre aujourd'hui à la. On pas la voilà, c'est les blenders portables. Portable blenders. OK? Il y a des gens qui marchent avec blender. Yo gen dans machine yo fait jus, gon batterie là-dedans, portable blenders. Les codes électroniques, les casques de téléphone. OK? Ou capable de garder les 20 produits les plus commercialisés aujourd'hui, c'est pas la nourriture, c'est pas les produits agricoles, mais l'électronique. Donc, en d'autres termes, ce qui doit être fait, nous devons étudier la compétitivité à Haïti, pas seulement l'étude comparative, études compétitives, garder les produits qui sont les plus commercialisés et garder qui ça nous doit faire pour nous formater l'économie noire, pour nous faire produire ça. On a regardé, ok, nous faisons mango. Mais combien de monde a acheté mango dans l'économie mondiale? Ok? Mais même mango, encore, nous arrivons à exporter à sa simple expression. Et mango, l'économie mondiale demandait plusieurs formes. Que tu as rejoint mango ça? En deux mango, parce que ce que l'on appelle la diversification de l'économie. Aujourd'hui, au lieu que ou un seul secteur qui absorbe l'investissement, qui crée emploi, qui crée richesse, nous devons avoir un minimum de 3 secteurs, les 3 industries majeures. D'abord l'agriculture, deuxièmement la manufacture, troisièmement le service. Ces 3 secteurs, ça on a une étude que moi-même moi fait, que le livre ça sorti là, que nous voyons que pays qui fait plus grand pas vers le progrès, c'est eux-mêmes yo canaliser, yo ressourcer, yo former, yo encadrer et qui arrive à créer plus d'emplois, qui arrive à créer plus de richesses à travers le monde. Je dis là, comment selon même la diaspora haïtienne capable de contribuer dans le développement économique pays, particulièrement dans le niveau ça que nous regardons là, en ce qui a trait avec l'électronique et la technologie. Bon, dans j'aime pas c'est diaspora eux-mêmes, ils ont un business créé le leverage. Leverage là, c'est par exemple, là, on commence une entreprise où gagne $100 000, ou elle prêter $50 000, la banque, donc on commence une entreprise à $150 000, au lieu de commencer à $50 000. Donc on leverage sur 50% de capital initial. OK? Le problème qui gagne, c'est que diaspora nous pas leverage assez. Diaspora pas leverage assez. Au niveau d'abord de l'investissement. Parce que diaspora, tout milliard de dollars voyez ici là, c'est des milliards de dollars vers la consommation. Et regardez, les produits consommés en Haïti sont à 80%
importer, ça crive comme diaspora voyer ou intelligent. Li retourner dans le pays côté n'a pas acheté produit ça yo. Donc nous au lieu que comme diaspora li multiplier, li agrandi l'économie haïtienne non, li transiter en Haïti. Transfert de Haïti et puis de Haïti à un autre pays. Justement. C'est justement ça le fait. Et puis gros partenaire commercial nous, OK, que n'a pas porté la donne. Les États-Unis, la République dominicaine, comme ça yo sorti dans diaspora, yo vinn ici et yo transité encore dans pays ça. Et leur arrivé dans pays ça, y aller, y a servi à la production. Et production en lui-même pour gain produit, faut gain les employés, les ouvriers, faut gain les machines, faut gain les buildings, faut gain l'électricité. Donc diaspora en d'autres termes l'aller canaliser dollar lié à investissement là vers le développement économique des autres pays pendant que c'est nous-mêmes qui besoin de plus. Pourquoi? Parce que nous pas gain des politiques qui sont capables de canaliser l'investissement ça vers la satisfaction des besoins en Haïti même. Ou bien pas gain incentive assez dans l'économie, ou bien pas gain les conditions dans l'économie, ou bien pas gain les paramètres de développement qui permettent que tout investissement qui vient yo rete dans l'économie pour faciliter le développement. Je le disais tout à l'heure, docteur, le taux d'inflation passe pratiquement à 19,1%. Oui. Et dernièrement. Et son chiffre qui est lourd, je le disais encore que nous avons besoin d'environ 100 gouttes pour un dollar américain. Oui. Et investissement, c'est que beaucoup plus rare pour faire aujourd'hui dans le pays. Mais est-ce que aujourd'hui là, le pays peut compter sur l'investissement direct étranger? Bon, le pays ne peut pas compter sur l'investissement étranger. Ni le pays n'a pas fait non plus assez d'efforts pour attirer l'investissement étranger. Parce qu'avec $1 milliard d'investissement étranger, il a décéléré. OK? Il a décéléré propulsion dollar prend par rapport avec Goudla. Avec $1 milliard d'investissement étranger dans l'économie. Parce que tout d'un coup, tu as le gain de $1 milliard, il t'a augmenté la demande pour Goudla, qui t'a pris plus de valeur, qui t'a réduit le prix de dollar là. Tu as augmenté la valeur Goudla par rapport avec dollar là. Mais nous pas fait ça. Nous faisons l'inverse. Nous faisons l'inverse parce que, pour qui ça? Parce que nous pas planifié les industries et, par exemple, le pays a un droit chaud. Très bien, ça m'a donné en termes pratiques. Tu as avoir des côtés chauds. Parce qu'on n'a pas besoin d'une stabilité politique à 100% pour faire développement. Puis le pays n'a pas parlé là, c'est pays qui a une violence là-dedans. Alors la violence est différente de l'instabilité politique. Mais cependant, par exemple, et parc industriel qui est au Cap là. Pour qui ça nous avons un parc industriel dans chaque ville dans le pays. Que l'État mette un cordon de sécurité autour de parc ça yo, et autour de convois qui allaient dans le port. Mais qui allait financer? L'État. Pas oublier, soumettez un parc industriel dans chaque ville dans le pays. OK? Il y a plus de taxes qui sont générées. C'est plus de centaines de millions d'emplois à créer. Tout le monde va le payer. On ne pourra pas retirer le budget de l'État haïtien de 2 milliards à 5 milliards. Maintenant, c'est pour qui industrie? Les industries de l'électronique et de la technologie. D'abord. Deuxièmement, les industries de services. Parce que la production des produits électroniques et technologiques, il y aurait demandé des services à la clientèle. OK? Par exemple, je dis, par exemple, il y a un problème avec un computer Dell ou bien HP, Hewlett Packard. Les compagnies pour les ranger problème ça, c'est pas aux États-Unis appelle là. Là en Inde, là en Pakistan, là en Afghanistan, là en République dominicaine. Nous-mêmes nous devons commencer à tirer forme d'investissement ça là nous. Et de ce fait, les commencent à faire. Digicel commence à faire. Il y a d'autres. Natcom, nous avons aussi Fednar qui a une firme de outsourcing. Mais le problème qui arrive, c'est que nous-mêmes, nous avons un problème de scalability, de croissance rapide. Secteur ça, il faut le gouvernement cadrer. Bal conditions pour passer de 3 entreprises à 100 entreprises, à 1000 entreprises, à 10 000 entreprises. Parce que pour créer 1 million d'emplois, on a besoin de 10 000 entreprises qui emploient 100 personnes. C'est encadrer le secteur en croissance, ok? Bah, des espaces, bah, des terres
de l'État pour construire. Mais l'État, ça, il est assez intelligent pour qu'il identifie ces secteurs. Très bien, thank you. C'est de ça qu'on a parlé là. Comment l'État peut planifier le développement? C'est exactement de ça qu'on a parlé là. Étude compétitive qui a été faite sur le président René Préval là, ça révélé. Il révélé que Haïti a bail plage, qu'Haïti a bail ceci, qu'Haïti a bail cela. Mais la plage, ça existe partout. Le produit le plus consommé aujourd'hui n'est pas la plage, c'est l'électronique, c'est la technologie et les services, les marchés financiers. Mais maintenant, docteur, une question que je vais essayer de garder avec vous, c'est, je dis là, comment est-ce que la société civile, comment est-ce que le secteur privé des affaires est capable de proposer des éléments à ce niveau à l'État? Bon, la société civile, il faut commencer par faire de bonnes études. Parce que ça, moi, je faire là, comme dit Haïti, il y a une compétitivité dans le textile. Moi, excusez-moi l'expression, that's bullshit. Expression de compétitivité dans le textile. Bon, nous avons par exemple presque 2 à 3% de monde qui a fait textile seulement. Puis Forest Mounio spécialisé dans la production des produits qui ont une marge de profit qui est plus forte là-dedans. D'abord, il faut commencer par l'éducation. Il faut commencer par intégrer la technologie au plus bas niveau de notre programme scolaire. OK? Nous avons sur table qui avons nos programmes d'éducation scolaire. Il faut que Timounio commence. Et on a parlé d'un pays côté tout le monde va à l'école d'abord. Hein? C'est de ça qu'on a parlé là. La scolarisation universelle prévue par la Constitution n'est même pas faite. On a parlé de technologiser l'éducation. Donc, de ce fait, planification d'investissement passer par, d'abord, par garder pour qui tranche dans mon yo, qui est capable d'intégrer la technologie. Et deuxièmement, favoriser les conditions, okay? Créer des parcs, okay? Attirer de compagnies ou bien d'industries, des secteurs, des marchés qui sont plus lucratifs que textile là, pour moun yo ka gon plus grand salaire. C'est à partir de salaire ça, le niveau de vie va améliorer. C'est à partir de salaire ça que yo capable acheter les besoins de base pour retirer ou non pauvreté. Docteur, nous avons pile bagage pour nous dire, mais malheureusement, le Ali même il va aller quitter nous. Dans le premier livre qui c'est sortir de l'aide pour nous passer dans le commerce. Oui. Deuxième, c'est sortir dans le commerce pour nous passer dans le développement durable ou encore l'économie durable. Et notre deuxième livre là, Haïti n'est pas au centre. Pourquoi? Haïti est au centre, mais nous étudions 38 pays. Malheureusement, Haïti n'est pas dans 38. Alors, on est pas mais au centre. bon, Haïti, on regarde dans tout cas d'étudiants, par exemple, on m'écrit livre là comme moi-même en tant qu'Haïtien. Mais la raison que fait Haïti pas de cas dans 38 pays, c'est parce que il y a une variable nous étudiants, nous pas de cas de données qui sont disponibles de Haïti sur eux. Et ça, c'est notre problème pour l'économie. Oui, parce que d'abord, il faut qu'il y ait des variables, il faut qu'il y ait des données pour étudier, passer l'économie, pour prévoir les cycles. Parce que le développement, c'est l'anticipation. Et où étudier passer à. Qui sont les responsables? Les responsables, d'abord, c'est nous toutes. C'est nous-mêmes qui tolérons les gens là. Nous avons des dangers. Nous avons des gens dans le Parlement qui ne parlent pas bien. Avant, il y a un parlementaire qui font mea culpa, il dit ça que fait là, c'est parce que pas de gens qui peut éclairer passer qui viennent là-dedans. I think that's bullshit. Même by démission. Parce que c'est nous-mêmes qui tolérons les gens là. Qui viennent, qui propager le développement, sous-développement, qui planifier le sous-développement, alors que le pays est capable d'un élan de développement là-dedans. Nous-mêmes d'abord qui sommes responsables en gros, mais en manière directe, qui est-ce qui est responsable? Les politiciens. C'est eux-mêmes qui bénéficient du sous-développement. C'est eux-mêmes qui gagnent du sous-développement. Et en plus, les gens du secteur privé. Ils là pour comprendre que ils ont qu'à faire plus cob si ils investissent dans les secteurs porteurs. Ils sont capables de gagner plus cob. Et ils là pour nous un secteur privé qui a réfléchi en milliards pour classe moyenne qui a réfléchi en millions. Le secteur privé n'a pas qu'à réfléchir en millions encore. L'économie mondiale, c'est des trillions of dollars, c'est 1000 milliards de dollars. Et nous avons un pays qui a offert un pile bagaille. OK? Si le secteur privé a commencé à réfléchir en milliards, les secteurs porteurs, l'électronique, comment on peut connecter avec le marché mondial, attirer plus d'investisseurs étrangers qui sont capables d'investir avec eux-mêmes, mettez avec eux. C'est plus l'économie a grandi. Plus l'économie a grandi, plus il a fait comme, classe moyenne a fait comme, les gens qui en bas ont besoin assez de cob pour les lever. OK? Parce que dans tous les pays du monde, il y a un secteur privé. Dans tous les pays du monde, il y a un secteur public. Sauf que nous-mêmes, secteur par nous gagnons, réfléchissons à l'envers. L'heure, temps que
nous-mêmes qui fait émission, nous-mêmes qui parler du développement, qui connaît le développement, qui étudie le développement, nous porter des solutions pratiques. Parce qu'après l'émission, il faut que les jeunes comprennent. Tout le temps que notre budget, nous pas que, par exemple, il prévoit 15% pour santé, 15% pour l'éducation, 15% pour l'infrastructure, 15% pour la justice, nous connaissons parlementaires avec l'exécutif là, planifier le sous-développement. Tout le temps que vous pas investi, secteur privé a pas ciblé les 3 secteurs porteurs, 3 secteurs majeurs, l'agriculture, la manufacture, le service qu'on a planifié le sous-développement. Tout le temps que nous pas des politiques monétaires qui incitent la croissance, au lieu de nous des politiques monétaires qui décélérer l'économie, nous avons planifié le sous-développement. Tout le temps nous pas des politiques fiscales qui prévoient les taxes pour plus grand investissement possible, ou bien des taxes pour investissement qui achètent local, comme le cas de la Chine, nous avons planifié le sous-développement. C'est tout procédé ça nous porter, dans forme de communication ça, dans forme d'entrevue ça, pour éclairer l'antenne des jeunes qui viennent en façon pour nous-mêmes, génération pas nous, pas quitter problème pour génération future là, même génération passée, te quitter problème pour nous. En dernière question, 30 secondes, docteur. Tout à l'heure, tu as dit que Haïti fait des choix pour que il vienne plus pauvre chaque jour. Pour qui ça? Parce que, évidemment, nous pas planifier le développement et au contraire, nous planifier le sous-développement. Parce que politique fiscale, nous n'avons pas adapté. Politique monétaire, nous n'avons pas adapté. Les lois, la régulation n'est pas adaptée. On a parlé de régulation datée de 200 ans. OK? Pas rien qui planifié pour aller vers le développement au lieu de tout bagage planifié pour aller vers le sous-développement. Un dernier mot, docteur? Eh ben, j'espère que je vais garder l'information ça. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez suivre moi sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, vous pouvez suivre moi sur Instagram, vous pouvez poser une question sur Facebook et en façon pour nous faire une conversation ça et envie, en façon pour nous faire de meilleurs choix pour favoriser une meilleure condition de vie pour la population. Merci, docteur Daniel Jean-Louis. Thank you. Voilà, notre invité aujourd'hui, le docteur Daniel Jean-Louis, qui est spécialiste en développement économique. Avec lui, on a parlé investissement, on a parlé développement économique. Et espérons que l'émission vous a plu aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle sortie de l'émission Point par Point.